Donc bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va commencer à traiter la série 3. Et donc avant de commencer, je vais vous donner un petit rappel sur le transistor. Donc voilà une petite définition de transistor. En fait, un transistor est un dispositif semi-conducteur à 3 électrodes actives qui permet de contrôler un courant ou une tension sur l'électrode de sortie. Donc c'est un semi-conducteur qui a 3 électrodes, l'émetteur, la base et le collecteur. Et ce qui est important, le transistor est un composant actif. Donc actif, c'est-à-dire qu'il nécessite une polarisation pour qu'il fonctionne. Okay? Donc, il existe deux types de transistors. Le transistor de type NPN, donc voilà. Son modèle en utilisant les diodes ou bien les jonctions est donné dans la figure suivante. Okay. Et le transistor PNP. Okay. Donc, son modèle en utilisant les diodes est donné dans le schéma suivant. La différence entre les deux transistors, c'est le sens de courant E. Okay. Donc, regardez ici pour le transistor NPN, le courant E passe la base vers l'émetteur. Et ici, c'est le contraire. C'est de l'émetteur vers la base. Okay. Donc, c'est le contraire. Ces deux transistors fonctionnent de la même façon, seulement, okay, ils nécessitent deux polarisations inversées pour qu'ils fonctionnent. Okay. D'où on est d'après ce que j'ai schématisé pour soit le transistor NPN ou bien PNP, on peut tirer 6 grandeurs donc qui caractérisent le transistor. Donc on a 3 tensions. La tension VBE entre l'émetteur et la base, la tension VCE entre donc le collecteur et le collecteur et l'émetteur, et la tension VCB, donc c'est entre la base et le collecteur. Ainsi, on peut définir 3 courants. Okay, le courant IB, courant de la base, le courant IC, collecteur, et le courant IE, ici, courant de l'émetteur. Maintenant, je vais présenter les modes de fonctionnement d'un transistor. Donc, un transistor peut réaliser soit la fonction commutation, ok. Lorsqu'on dit commutation, tout simplement, c'est-à-dire que le transistor fonctionne en bloqué ou saturé. Soit elle a l'état bloqué, il est à l'état bloqué. Dans ce cas-là, le transistor est équivalent à un interrupteur ouvert ou bien un circuit ouvert. Okay. À l'état saturé, donc l'état saturé c'est le contraire. Le transistor est modélisé par un interrupteur fermé ou bien un fil, okay, un circuit fermé. Maintenant, on peut travailler avec le transistor, bien on peut utiliser le transistor en régime linéaire. Lorsqu'on dit régime linéaire, généralement, voilà, le transistor conduit, ok, et il réalise la fonction amplification. Donc, amplification, il amplifie soit la tension, bien le courant. Donc, généralement, dans ce régime-là, on a les équations nécessaires d'un transistor, c'est que le IC, le courant du collecteur, égale à bêta fois IB. Okay. Avec le bêta, donc c'est le gain en courant d'un transistor. Le IE, désolé, donc le IE, le courant IE est égal à IB plus IC. Et le courant, donc voilà, j'ai fait un petit calcul, regardez. Donc IE est égal à combien? C'est IB toujours IB, plus IC. Donc j'ai remplacé le IC par bêta IB. Okay. En fin de compte, j'ai eu 1 plus bêta fois IB. Donc 1 devant bêta, c'est très inférieur. On va regarder ça après. Donc le bêta, tout simplement, c'est une valeur grande. On peut négliger le 1 devant bêta. Donc finalement, on aura IE est égal à bêta fois IB, et on a dit que bêta fois IB, c'est la même chose que le courant IC. Donc généralement, lorsqu'on va traiter les exercices de la série 3, ok, toujours lorsqu'on a des relations dans lesquelles on a le courant IE, on va remplacer le courant IE par IC, ok, parce que c'est pratiquement égaux. Maintenant, je vais parler un peu, rester dans le mode de fonctionnement. Ok, je vais
vous donner des choses ou bien des valeurs très importantes que vous devez connaître pour traiter le cas de transistor lorsqu'il fonctionne en commutation. Okay. Donc pour l'état bloqué, regardez ici, on a dit que le transistor joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Donc puisqu'il joue le rôle d'un interrupteur ouvert, généralement il n'y a pas de courant. Donc le courant IC est égal à 0, et aussi le courant IB est égal à 0 parce qu'on a IC est égal à bêta fois IB, donc égal à 0. Ces deux courants sont nuls. Deuxième chose, lorsque le transistor est à l'état saturé, donc dans ce cas-là, on a dit que le transistor est modélisé par un fil ou bien par un circuit fermé. Donc, regardez un circuit fermé, donc voilà. Donc ici, on va regarder que VCE, voilà, attention VCE, généralement est égal à VCE SAT, ok, à peu près égal à 0,2 volts. Mais dans les cas généraux, lorsqu'on va traiter les exercices, on va prendre VCE SAT égal à 0 volts. Parce que ici, donc, s'il est modélisé par un fil, donc généralement, la tension d'un fil est égale à 0. Donc, les cas généraux, on va prendre VCE SAT égale à 0 lorsque le transistor est à l'état saturé. Et IC est égal à IC SAT. C'est le courant de saturation. Voilà une remarque très importante pour le transistor, remarque très importante, ok. Voilà, si il nous a donné une tension VBE qui est inférieure, strictement inférieure à 0,6 volts. Dans ce cas-là, vous devez dire que le transistor est bloqué, ok. Par exemple, si on traite un exercice dans lequel on a VBE égal à 0,3 volts, donc automatiquement, vous devez dire que le transistor est bloqué et le courant IC est égal à 0, ok. Maintenant, si la tension VBE est supérieure ou égale à 0,6 volts, dans ce cas-là, on dit que le transistor conduit. Conduit, c'est-à-dire soit il est à l'état saturé ou bien il est à l'état amplification. Donc, il amplifie. Ok, donc ici, on peut avoir les deux cas. Maintenant, je vais parler un peu de réseau de caractéristiques. On va regarder pourquoi on a réseau de caractéristiques et non caractéristiques. Donc regardez, ici c'est le symbole d'un transistor NPN. Je vais traiter les cas de NPN parce que tous les exercices de la série 3 traitent le transistor NPN. Okay, donc voilà. Ce transistor, on peut le modéliser sous cette forme, sous ce circuit-là. Okay, donc c'est équivalent à un quadripôle dans lequel on a IB c'est le courant d'entrée, VBE c'est la tension d'entrée, IC c'est le courant de sortie et VCE c'est la tension de sortie. Comme ça, on peut tracer plusieurs caractéristiques. On peut tracer par exemple ici en fonction de VCE, c'est la caractéristique de sortie, IB en fonction de VBE, c'est la caractéristique d'entrée, on peut tracer IC en fonction de IB, okay, et on peut tracer VCE en fonction de VBE. Donc on aura plusieurs caractéristiques, d'où le nom réseau de caractéristiques. Donc regardez, c'est un réseau, on a plusieurs caractéristiques. C'est IC en fonction de VCE, IC en fonction de IB, IB en fonction de VBE, et plutôt VB en fonction de VCE. Donc on a plusieurs caractéristiques. Ce qui est important pour nous, c'est le cas de la caractéristique de sortie. Je vais détailler avec vous la caractéristique de sortie. Donc c'est IC en fonction de VCE. Voilà. Je prends une caractéristique. Okay. Regardez pour la caractéristique de sortie, vous avez plusieurs. Okay. Vous avez plusieurs cas. Pour chaque valeur de IB, on peut avoir IC en fonction de VCE. Ok, donc regardez, on a plusieurs. Et chacune, c'est pour un IB constant. Par exemple, ici, par exemple, je peux prendre pour IB est égal à 20 micros, ici 30 micros, 40 micros, 50, 60, etc. Ok, donc c'est dans cet enchaînement. Voilà. Donc, ce qui est important pour la caractéristique de sortie, la première chose, c'est la droite de charge. La même chose que la diode. Lorsqu'on a une caractéristique, généralement, on trace la droite de charge pour avoir des informations, ok? Donc, la droite de charge, la même chose, c'est IC en fonction de VCE, ok? C'est la même chose que la caractéristique, cependant que il est défini par le circuit de polarisation,
Ok, donc ce IC en fonction de VCE, ou bien lorsqu'on va tracer la droite de charge, généralement on a un circuit à étudier, ou bien les circuits de polarisation. Donc on doit utiliser loi de May, diviseur de tension, loi de Thévenin, donc ça dépend des cas, et on doit tirer le IC en fonction de VCE, l'équation de IC en fonction de VCE. Bien sûr, on doit tracer cette droite. On doit prendre deux points et on trace la droite de charge. Voilà, je prends un exemple. Donc, j'ai essayé de tracer une droite. OK. Après, lorsqu'on trace la droite de charge dans la caractéristique de sortie, généralement, on doit définir le point de fonctionnement. OK. Le point de fonctionnement, ou bien c'est le point de repos, la même chose. Donc, lorsqu'on va établir le point de fonctionnement, donc ici, regardez, pour la caractéristique de sortie, j'ai beaucoup de caractéristiques. On ne sait pas pour quelle caractéristique on doit tirer le point de fonctionnement. Ok. Donc ici, il va vous donner un IB constant. Par exemple, pour un IB est égal à une valeur, ok, 60 par exemple micro ou bien 50 microampères, définir le point de fonctionnement. Ok. Donc regardez-moi, je vais faire l'étude pour une caractéristique. Donc regardez, j'ai pris cette caractéristique qui est en vert. Okay, c'est un courant IB constante. Pour un IB constante, et je dois établir le point de fonctionnement. Donc pour le point de fonctionnement, c'est l'intersection entre la droite, et cette caractéristique. Donc il va nous donner le point de fonctionnement. Voilà. Les coordonnées ou bien les paramètres de point de fonctionnement, voilà. Donc c'est voilà, on va faire la projection de ce point sur l'axe de VCE, il va nous donner VCE 0. Et la projection de ce point sur l'axe de IC, il va nous donner IC 0. Ok, donc c'est VCE 0 et IC 0. Donc voilà pour le point de fonctionnement ou bien le point de repos. Maintenant, ce qui est important pour la caractéristique de sortie, c'est l'état bloqué et l'état saturé de transistor. C'est deux termes, bloqué et saturé. Donc, nous avons dit qu'à l'état bloqué, le IC de notre circuit ou bien de notre transistor égal à combien? Égal à 0 ampère. Donc, regardez, c'est à ce point-là, le point B, dans lequel on a le courant IC égal à 0. Donc, ce point-là représente l'état bloqué du transistor. Donc, au point B, le transistor est bloqué, IC est égal à 0. Généralement, c'est aussi IB égal à 0. Okay. Maintenant, pour l'état saturé. Pour l'état saturé, on a dit que IC est égal à IC sat et VCE est égal à VCE sat. Donc, regardez ici avec moi, l'état saturé, c'est ce point-là. Donc, voilà, c'est ce point-là qui représente l'état saturé. Donc, à partir de ce point-là, toujours, pour n'importe quelle autre valeur de IB, ok, par exemple, si j'ai des valeurs de IB qui sont grandes que celui-là, ok, toujours le IC est égal à IC sat. On n'a pas la relation IB est égal à IC est égal à bêta fois IB. N'existe pas cette fonction, ok. Donc toujours, on aura IC est égal à IC sat pour n'importe valeur de IB. Mais bien sûr, à condition que ce IB doit être supérieur à ce IB-là. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est l'état saturé, et est représenté par le point A. Donc, au point A, le transistor est saturé. Au point B, le transistor est bloqué. Et pour les coordonnées de saturation, donc voilà, la projection du point A sur l'axe de VCE, il va nous donner VCE sat. Et la projection sur l'axe de IC, il va nous donner IC sat. Ok? Donc, voilà pour la caractéristique de sortie du transistor. Maintenant, on peut entamer notre exercice, ou bien notre premier exercice de la série 3. Donc voilà, donc cet exercice traite la polarisation par émetteur, par résistance d'émetteur ou bien par pan. On dit généralement par pan. Donc voilà l'énoncé de notre exercice. Considérons le montage de polarisation du transistor bipolaire de la figure 1. Donc voilà. Okay. Pourquoi c'est un montage par pan? Donc regardez ici. Dans la base, on a un pan de résistance R1 et R2. Okay.
On donne R1 égale 22, R2 10 kg, RC 1 kg, RE 1 kg, E 30 volts, VBE 0,6 et bêta c'est 100. Okay. Première question, on doit déterminer le point de fonctionnement IC0 et VCE0. Okay. On doit déterminer le point de fonctionnement. Généralement, lorsqu'on dit le point de fonctionnement, c'est pas seulement IC0 et VCE0, on doit avoir même IB0 et VBE0, les 4 paramètres. Okay. Donc, on va commencer à traiter. Donc, regardez ici, avant de commencer bien sûr l'exercice, je vais vous donner un petit rappel sur le théorème de Thévenin. Parce que généralement, lorsqu'on travaille avec les exercices de transistors, vous allez regarder souvent, on va utiliser ce théorème qui est le théorème de Thévenin. Ok, donc voilà, je vais vous donner le cas général. Après, je vais traiter avec vous un petit exemple et comme ça, on peut traiter l'exercice 1. Ok, regardez. Donc n'importe quel circuit, on peut représenter ce circuit par ce modèle-là. Donc regardez, on a un générateur, généralement soit sinusoïdal ou bien continu. Ici on a des résistances, la même chose. Ici on a un circuit quelconque, donc dans lequel on a soit plusieurs résistances, soit donc un circuit, et on a la sortie. Ok, donc la charge. On va toujours brancher une charge à ce circuit-là. Donc la charge est représentée par RL. Ok, c'est entre le point A et entre le point B. Maintenant, ce circuit-là, en utilisant le théorème de Thévenin, okay, en utilisant Thévenin, on peut schématiser ce circuit par ce modèle-là. Regardez. Okay. Cette maille plutôt, cette maille qui est en orange, est équivalent à cette maille qui est en rouge. Ok. Mais pour la résistance de charge, donc regardez, reste toujours la même, constante. On ne change pas cette partie, on change que la partie d'entrée, voilà. Ok, donc c'est ce circuit là est équivalent à ETH en série avec une résistance appelée la résistance RTH. En fait, le but c'est quoi? Regardez ici pour le circuit de sortie, toujours c'est la même, voilà. Ok. Maintenant, le but en fait de ce montage là, c'est pour calculer le courant I ici, le courant I de la charge. Le but c'est le calcul de ce I là. Ok, donc pour calculer le courant U, on utilise le théorème de Thévenin ici, c'est simple. Donc si on travaille sur le deuxième circuit, le circuit de Thévenin, regardez, on a ETH, la tension ETH, ok, égale à combien? C'est RTH, donc c'est cette tension plus cette tension. Donc c'est RTH fois I plus R, L fois I, parce que tous les composants sont en série maintenant. Okay. Donc finalement, on aura I égale à ETH sur RTH plus RL. Okay. On aura cette relation. Maintenant, on doit, avant de faire les calculs de I, on doit calculer le ETH et notre RTH. C'est ça qui est très important dans le théorème de Thévenin. Maintenant, pour le détermination de ces deux paramètres ETH et RTH, je vais commencer par la détermination de ETH, la tension ETH. Pour déterminer le ETH, c'est quoi? Donc ETH, regardez ce que j'ai écrit, ETH est égal à VA moins VB, donc c'est VA moins VB à vide, sans charge, ou bien tout simplement sans RL, ok? Sans résistance RL. Donc, bien sûr, lorsqu'on va calculer le ETH, on va utiliser le circuit de base, ce circuit-là plutôt. Donc, on va utiliser ce circuit-là, ok? Donc, le ETH, c'est la tension aux bornes de VA moins VB. C'est cette tension-là en éliminant la charge à vide. Lorsqu'on dit à vide, c'est-à-dire sans RL, ok? Donc, ça, c'est la détermination de ETH. Maintenant, pour déterminer le RTH, qu'est-ce qu'on va faire? RTH, tout simplement, c'est la résistance totale entre les bornes A et B. Donc, entre ce point et ce point, on doit calculer la résistance totale de tout ce circuit. Bien sûr, à condition à vide. La même chose, donc on doit éliminer notre charge, RL, pas de charge, et en passivant
tous les générateurs non liés et en passivant tous les générateurs non liés. Donc, générateurs non liés à un composant. Parce que il existe des composants dans lesquels on doit avoir des tensions ou bien des générateurs pour que ce composant fonctionne. Okay? Le cas, on va regarder ça dans le cas de transistor à l'état dynamique. Okay? Donc, on a un générateur de tension, plutôt de courant, c'est lié à ce composant, transistor. Donc, on peut pas passiver ce générateur. Mais dans notre cas ici, s'il y a des générateurs qui ne sont pas liés à un composant, par exemple, ici, regardez ce qu'on va faire. Si on a un générateur de courant, généralement, on doit le remplacer par un circuit ouvert, un interrupteur ouvert. Si on a un générateur de tension, on doit remplacer par un fil. Okay? C'est ça en passivant tous les générateurs non liés. Donc, générateur de courant, c'est un circuit ouvert. Générateur de tension, c'est un fil. Donc voilà pour déterminer ETH et RTH. Je sais très bien, c'est un peu difficile de savoir les choses comme ça. C'est pour cela, je vais traiter avec vous un petit exemple, ok, pour traiter le théorème de Thévenin. Comme ça, les choses seront claires, Inch'Allah, et vous pouvez faire autant des exercices de Thévenin. Donc regardez, j'ai travaillé avec ce circuit-là. Donc on a un générateur, on a ces deux résistances et on a notre charge RL. Ok. Donc regardez ce circuit-là. Donc premièrement, on doit remplacer ou bien donner l'équivalence de ce circuit en utilisant le théorème de Thévenin. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va? On va garder la partie RL. On va garder la partie RL, mais tout ce qui est en vert, le bloc qui est en vert, on va le remplacer par ETH en série avec RTH. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Après, on doit déterminer la tension ETH. Qu'est-ce que j'ai dit pour la tension ETH? Donc la tension ETH, c'est la tension entre A et B en éliminant la charge, sans charge, à vide. Donc regardez, j'ai retracé mon circuit, voilà, redessiné mon circuit de base. On a dit, lorsqu'on va déterminer le ETH et le RTH, on doit travailler avec le circuit de base et non le circuit de Thévenin, ok? Le circuit de base. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le RL, ok? Donc maintenant, mon montage est sans charge. Et on a dit que la tension ETH, c'est la tension entre la borne A et B. Donc c'est VA moins VP. Et on doit calculer cette tension. Donc regardez avec moi, s'il vous plaît. Regardez le courant qui parcourt la résistance R1. Donc il va arriver à ce nœud-là. Donc à ce nœud-là, normalement, ce courant doit être divisé. Une partie va passer ici, une partie va passer sur R2. Mais est-ce que le courant va passer dans la borne 1? Non, parce que c'est un circuit ouvert. Ok, c'est ouvert. Donc tout le courant va passer dans la branche R2. Donc le courant qui parcouru R1 et R2 est le même. Comme ça, on peut utiliser le diviseur de tension et notre ETH, ok, c'est aux bornes de R2, donc c'est R2 sur R2 plus R1 fois EG, la tension d'entrée. Donc voilà le ETH. Maintenant, pour la détermination de RTH, c'est quoi? On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on a dit? On va utiliser le circuit de base. On doit éliminer la charge, donc sans charge. Tous les calculs sont sans charge, soit pour ETH ou bien pour RTH. Et qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois passiver les générateurs non liés. Donc regardez, on a un seul générateur qui est EG, bien sûr ce générateur non lié au circuit, okay? Non lié au composant plutôt. Okay? Donc le EG, on peut le passiver, puisque c'est un générateur de tension. Regardez, j'ai remplacé ce générateur par un fil. Okay? Comme ça, je peux calculer la résistance totale. RTH, on a dit que c'est la résistance totale entre la borne A et B de tout sous-circuit. Okay? Donc regardez, si je vois la résistance qui est entre A et B maintenant, donc c'est R2 en parallèle avec R1. Donc ce montage-là, c'est la même chose que ça, regardez. Pour bien comprendre, donc on a A et B,
on a le R2C entre A et B, et le R1 c'est la même chose. Donc regardez, cette borne est reliée à A, donc voilà R1, cette borne est reliée à A, et la borne ici, c'est relié à quoi? Relié à B, donc voilà. Soit vous laissez le montage comme ça, ou bien vous le rendre comme ça. Donc moi j'ai essayé de rendre le montage comme ça pour bien comprendre que ces deux résistances sont en parallèle. Ok? Donc finalement RTH, c'est R2 en parallèle avec R1 et on calcule, c'est R2 fois R1 sur R2 plus R. Donc voilà le théorème de Thévenin. Okay? Maintenant, on peut traiter l'exercice. Regardez pour déterminer le point de fonctionnement. Ok, j'ai dit pour le point de fonctionnement, il est caractérisé par ces quatre paramètres VCE0, IC0, VBE0 et IB0. Okay. Notre circuit est représenté dans cette figure, voilà, dans le montage suivant. La tension, regardez s'il vous plaît, pour lorsqu'il a schématisé la tension E comme ça, c'est-à-dire que la tension E, c'est de ce côté-là vers ici. Okay. Tout ça, c'est la tension E. Ou bien tout simplement, ce circuit-là est équivalent à ce que j'ai tracé. Ok, c'est la même chose que ce que j'ai tracé. Donc regardez pour la tension E, ok, c'est entre RC et RE. Voilà, entre RC et RE, on a le E. Mais regardez ici, entre R1 et R2. Ici, on a un fil qui est relié même à plus E. Donc la même chose. R1 et R2 sont connectés à un générateur E, le plus E. Donc voilà. Ici, c'est comme on a deux polarisations. Polarisation ici, on a une deuxième polarisation ici. Ok, c'est la même chose. Donc voilà pour le schéma équivalent de ce circuit-là. Maintenant, généralement, lorsqu'on utilise le montage polarisation avec résistance à émetteur ou bien avec pan, donc ce montage-là avec 4 résistances, généralement, on utilise le théorème de Thévenin pour calculer le courant IC. Pour calculer le courant IC ou bien IP. Lorsqu'on dit IP, on calcule le IC, la même chose parce que IB est égal à, plutôt IC est égal à bêta fois IB. Donc, je vais rendre ce circuit-là, je vais remplacer ce circuit-là par le circuit de Thévenin. Mais avant, on doit bien sûr savoir quelle maille, c'est la maille d'entrée et quelle est la maille de la charge, qui ne change pas. Ok, regardez. Ce que j'ai schématisé en vert, c'est la maille d'entrée. C'est ça, c'est cette maille. Je vais remplacer cette maille avec la maille de Thévenin. Ok. Et ce que j'ai schématisé en violet, ici, en mauve, ça représente la charge. Le transistor avec LCE représente tout simplement la charge. Parce que la charge, soit il est représenté par des résistances, ou bien tout un circuit. Donc ici, la charge, dans notre cas, c'est tout ce circuit-là. Ok, tout ce qui est en violet. Donc, je vais remplacer la maille en vert ou bien ce qui est la maille entre le point B, M et B en utilisant Thévenin. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a. Voilà. Regardez ici. Cette maille qui est en vert est remplacée par ce montage-là. Okay. Bien sûr, le transistor n'est pas inclus. Okay. Donc, c'est ETH, RTH, et entre B et M, on a la maille de sortie. Donc, voilà, la charge, notre charge, qui est constituée par le transistor RC et RE. Okay. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois calculer le courant IC ou bien le courant IB. Voilà. Ici, on va calculer IB parce que dans cette maille, on a le courant IB. Okay. Donc, si on calcule le IB généralement, on peut calculer le courant IC. Pourquoi ici on a le IB? Donc, on revient à notre circuit de base. Regardez ici. Pour cela, ici on a le courant IB. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, on va calculer tout d'abord le courant IB, après on calcule le courant IC. Donc, par principe, si vous avez une polarisation par pan d'émetteur, ok, on va premièrement utiliser le théorème de Thévenin, ok, sur la maille d'entrée, qui est constituée par le E, R1 et R2, ok, entre le point B et M, en calculant le IB, et après en calculant le IC.
Ok, donc ça c'est, voilà, on a trouvé maintenant un paramètre qui est le IC. Voilà. Donc, avant de commencer donc ici, avant de calculer le IP, je dois tout d'abord calculer le ETH et le RTH, bien sûr. Donc, le ETH, c'est quoi? On a dit que le ETH, on doit utiliser le circuit de base, mais on doit éliminer la charge. Dans notre cas, la charge, c'est quoi? C'est le transistor avec RE et RC. Ok, donc j'ai enlevé la partie de transistor et comme ça, il nous reste que la maille d'entrée. Voilà. Donc la tension ETH, en fait, c'est la tension entre le point B et M. Okay, entre le point B et M. C'est ça la tension ETH. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire pour calculer le ETH? Généralement, regardez, on a cette maille et on trouve que R1 et R2 sont parcourus par le même courant parce que ici c'est un circuit ouvert. Donc R1 et R2 parcourus par le même courant. Donc on peut utiliser le diviseur de tension et on a donc ETH est égal à R2, la résistance R2 sur R1 plus R2 fois E. Donc voilà notre ETH. Bien sûr, moi j'ai fait des calculs numériques, comme ça les choses vont être simples après. Donc ETH est égal, voilà, R2 c'est 10 kg, R1 c'est 22 kg. Ici j'ai laissé les deux en kilos parce que on a une simplification, ici c'est résistance sur résistance, ok? Donc c'est kilo sur kilo, on simplifie avec le kilo, donc c'est bon, fois 30, le E c'est 30, voilà, lorsque j'ai fait les calculs, j'ai trouvé cette valeur. Maintenant, pour le calcul de RTH, qu'est-ce qu'on a dit? On va travailler sur le circuit de base, ok? Mais la même chose, on doit éliminer la charge. Donc la charge, c'est la résistance RC et RE. J'ai éliminé la charge. Et en court-circuitant, plutôt, et en passivant tous les générateurs non liés. Dans notre cas, on a un générateur de tension. J'ai dit soit continu, soit variable. C'est pas un problème. Donc, on a un générateur de tension. Donc, pour les générateurs de tension, généralement, on va remplacer ces générateurs par un fil. Ok, donc voilà, j'ai remplacé le E par un fil. Et ma résistance, donc regardez, ce circuit, c'est équivalent à ce que j'ai tracé ici. Pourquoi? Tout simplement la même chose. Regardez, R2, c'est entre B et M. Et R1, la même chose. Donc, R1 est relié à B, donc voilà. Et l'autre côté, donc ce côté-là, c'est relié à M. Donc, R2 et R1. Finalement, RTH, c'est R2 en parallèle avec R1. J'ai fait les calculs, donc j'ai trouvé cette valeur. Voilà pour le RTH. Maintenant, je peux calculer mon courant ici. Donc, regardez, voilà notre circuit en utilisant Thevenin. Ok. Maintenant, pour calculer le courant IB, je vais utiliser la maille d'entrée. Ok. La maille d'entrée, c'est cette maille. C'est la maille de Thevenin. Généralement, c'est la maille d'entrée. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? ETH, voilà, tension ETH égale à combien? Égale à la tension RE fois IE, le courant qui passe ici dans le RECIE, plus la tension VBE, okay, entre la base, plutôt entre l'émetteur et la base, c'est la tension VBE, plus la tension au bord de résistance RTH, c'est RTH fois IB0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? On a déjà dit, donc ce que j'ai fait avec vous la révision, on a dit que le IE généralement, on va le remplacer par IC. Donc ici, j'ai refait les calculs. Pourquoi? IC est égal à IB plus IC. Et le IE, c'est quoi en fait? Donc c'est IB. J'ai laissé le IB. J'ai remplacé le IC par bêta IB. Donc en fin de compte, on a trouvé que le IE est égal soit à IC, soit à bêta fois IB. Puisqu'on va calculer tout d'abord le IB, donc c'est bêta fois IB. Regardez ce que j'ai fait. J'ai remplacé le IE par bêta fois IB0 parce que c'est la même chose que ici. Plus VBE plus RTH. Donc ce que j'ai fait ici, égale à VBE plus, j'ai factorisé par IB0, donc bêta fois RE plus RTH. Donc finalement,
le IB est égal à ETH moins VBE sur bêta fois E fois RE plus RTH. Donc ça, c'est la formule de IB0. Maintenant, pour calculer le IC, qu'est-ce qu'on a dit? IC0 par définition, c'est bêta fois IB0. Donc, il suffit de multiplier cette relation par bêta. Donc, c'est bêta fois ce que j'ai trouvé fois l'expression de IB numérique. Donc, j'ai remplacé les valeurs. Voilà. Donc, le bêta, c'est donné, c'est 100. ETH, nous avons déjà calculé cette valeur. Nous avons trouvé, c'est 9,375. VBE, c'est donné 0,6. Bêta, donc c'est 100. RE, c'est 1 kg. Et RTH, nous avons trouvé cette valeur. Donc, ici, j'ai pas converti le RE et le RTH parce que j'aime bien trouver les valeurs en milliampères. Donc, il nous a donné ça. Donc, c'est 8,7 milliampères. OK? Après, on doit calculer le VCE0. Généralement, pour calculer le VCE0, on va utiliser la maille de sortie, c'est-à-dire la charge. La maille de sortie, c'est la charge. Donc voilà, c'est la charge. OK? Regardez qu'est-ce qu'on a. On a E, attention E, OK, égale à RE fois IE, plus la tension VCE entre l'émetteur et le collecteur, plus la tension RCIC, RCIC0. OK? Donc, j'ai refait les calculs, donc IE, je vais la remplacer par IC0. OK? Donc voilà, IE, on va la remplacer par IC0. Finalement, on aura cette équation. Donc c'est RE fois IC plus VCE0 plus RCIC. La même chose, donc VCE0 plus, donc j'ai factorisé par IC0, RC plus R. OK? Le but, c'est de calculer VCE0. Donc voilà, VCE0 est égal à E moins IC0, facteur de RE plus RC. Et il suffit de faire l'application numérique. Donc voilà, lorsque j'ai fait l'application numérique, j'ai trouvé 12,6 volts. Okay. Donc le E c'est 30, IC0 nous avons déjà calculé cette valeur, donc c'est 8,7 milliampères, donc c'est fois 10 à la puissance moins 3 ampères. RE c'est 1 kg, RC c'est 1 kg, donc ici je l'ai converti en fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, voilà. En fin de compte, j'ai trouvé cette valeur. Maintenant, pour le point de fonctionnement, on a déjà dit que le point de fonctionnement est caractérisé par 4 composants, donc paramètres plutôt. Donc VCE0, nous avons trouvé c'est 12,6 volts, IC0 c'est 8,7 milliampères, VBE0 toujours c'est 0,6 volts, ok, donc on a déjà dit ça. Et le IB0, normalement c'est IC0 sur bêta, donc si vous avez fait les calculs, vous avez trouvé 87 microampères. Donc le IB, le courant de base, c'est un faible courant, c'est en microampères. Ok. Dans la question suivante, dans la deuxième question, il nous a dit de trouver la condition pour laquelle le point de fonctionnement est indépendant du transistor. Donc on doit avoir une condition pour que le point de fonctionnement est indépendant des transistors, c'est-à-dire tout simplement si par exemple si jamais j'ai travaillé avec un montage dans lequel j'ai un transistor et ce transistor donc est fonctionné, ok, je dois tout simplement donc changer, ok. Si je change le transistor, normalement je dois avoir toujours le même point de fonctionnement, ce circuit même point de fonctionnement. Donc, pour cela, ce point de fonctionnement, il doit être indépendant du transistor. Okay. En fait, pas tout le temps on a cette condition, seulement avec des montages précis. Et on doit regarder la condition pour ce montage-là, dans laquelle le point de fonctionnement est indépendant du transistor. Okay. Donc ici, pour bien comprendre, voilà le transistor, le schéma de transistor. Donc ça, c'est notre transistor. Généralement, j'ai dit au départ que chaque transistor est caractérisé par son bêta. Ok, voilà, par ce bêta-là. Chaque transistor a un bêta indépendant de l'autre. Même si on a deux transistors de même famille, soyez sûr que le bêta de chaque transistor est différent. Pourquoi? Parce que ce bêta, normalement, et dépend de la température. On ne sait jamais que si par exemple je vais construire
ce transistor, est-ce que toujours j'ai les mêmes conditions? J'ai eu les mêmes conditions pour construire un deuxième. En fait, il y a un petit changement. Donc le bêta peut-être va être changé. Ok? Donc c'est pour cela, lorsqu'on utilise un transistor dans un montage, toujours on doit polariser ce transistor avec un circuit dans lequel le point de fonctionnement sera indépendant de transistor. Et si on dit que le point de fonctionnement est indépendant de transistor, tout simplement, ce point de fonctionnement doit être indépendant de bêta. Ok? Donc, lorsqu'on fait les calculs, on doit trouver que les paramètres de point de fonctionnement est indépendant de bêta. Il n'y a pas de bêta sur ces paramètres. Et plus précisément, c'est le courant IC. Lorsqu'on calcule l'expression de courant IC, on doit savoir que cette expression est indépendante de bêta. Il n'y a pas un terme de bêta. En fait, lorsqu'on a fait les calculs, nous-mêmes, pour cet exercice, nous avons trouvé que IC0 est égal à bêta fois ETH moins VBE sur bêta RE plus RTH. Donc, IC0 dépend de bêta. Regardez, il y a le terme bêta. Donc, nous, on doit déterminer la condition pour que ce bêta n'existe pas. On doit simplifier par ce terme bêta. Okay? Tout simplement, la condition est très simple, c'est que on doit avoir que bêta RE, ce terme-là, doit être très supérieur devant RTH. Ok? Comme ça, notre courant devient quoi? C'est bêta ETH moins VBE sur bêta RE. Donc j'ai éliminé le RTH. RTH c'est négligeable devant bêta fois RE. Il me reste que ce terme-là. Donc à ce moment-là, je peux simplifier par bêta ici et bêta ici. Comme ça, on aura IC0 est égal à ETH moins VBE sur RE. Donc maintenant, notre expression IC0 ne dépend pas du terme bêta. Et puisque IC0 ne dépend pas du terme bêta, donc le point de fonctionnement ne dépend pas de bêta et ne dépend pas du transistor utilisé. Maintenant, dans la dernière question, ok, on doit calculer le point de fonctionnement cette fois-ci pour bêta est égal à 150. On va avoir un autre bêta, donc un autre transistor. On doit recalculer le point de fonctionnement, bien sûr, pour le même montage. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on a IC0 est égal à ETH moins VBE sur RE. On va faire les calculs. Donc voilà, j'ai fait les calculs. J'ai trouvé 8,7 mA. Donc c'est la même chose que IC0 pour le bêta est égal à 100. La même chose pour VCE0. Donc c'est E moins IC0 RE plus RC. Donc VCE0 est égal à 30. J'ai fait l'application numérique. J'ai trouvé c'est 12,6 volts. Ok. Toujours on a les mêmes. Le point de fonctionnement pour bêta est égal à 100 égale point de fonctionnement pour bêta est égal à 150. Ok. Donc en fin de compte, ce montage, le montage de polarisation par pont est indépendant. Le point de fonctionnement dans ce montage est indépendant du transistor parce que le courant IC ne dépend pas de bêta. Okay. Et ici, j'ai donné les relations directement parce qu'on a déjà fait les calculs. Donc, IC0, nous avons déjà trouvé la valeur de IC dans la première question lorsqu'on a fait la condition. Donc, voilà. Et pour le VCE0, normalement, on a déjà calculé le VCE0 dans la question 1 lorsqu'on a utilisé la maille de sortie. Donc, j'ai fait directement les calculs. Ok. Donc, et voilà pour la correction de l'exercice 1 de la série 3.